Bonjour et bienvenue à tous dans Street Foot. Street Foot, c'est le football africain, maghrébin et international. Je vous rappelle qu'il est tout à fait possible de nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à vous abonner. Tout de suite, sans tarder, le sommaire de cette émission. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, zone Afrique. La Ligue des champions africaine. Et nous terminerons par les championnats locaux et le suivi des joueurs maghrébins à l'étranger, plus les faits divers. Donc aujourd'hui, je serai accompagné de 3 chroniqueurs. On va faire un petit tour de table très rapidement, en commençant par l'initiateur de cette émission et spécialiste du football tunisien, Raïd. Bonjour. Salut, ça va ? Très bien, et toi ? Top, on est prêt. On est prêt. Ensuite, on a Fettah, le spécialiste du football marocain. Salam à Nice, salam à tous. Et pour terminer en beauté, on a notre agent de joueur professionnel, Tarek. Merci d'être là, Tarek. Salut à tous, salut à toute l'équipe. Bon, commençons par le premier sujet de cette émission, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, zone Afrique. Le groupe A, sachant qu'aujourd'hui, c'est les dernières journées. Dernière journée, on va savoir ce soir quels sont les 10 pays qualifiés pour les barrages. Le groupe A, donc c'est le groupe de l'Algérie. On va faire un petit point sur ce groupe. L'Algérie, Burkina Faso, Niger, Djibouti. Sachant qu'à l'avant-dernière journée, l'Algérie est partie s'imposer 4-0 face au Djibouti. Donc c'était un match qui s'est déroulé en Égypte, au Caire. Les buteurs Belaïli, Benrama, Fegouli et Slimani. Pour ce qui est du Burkina Faso, tenu en échec contre le Niger, 1 but partout. Le Niger avait marqué sur penalty, égalisation du Burkina Faso sur penalty. Ça changeait rien de toute manière pour le Burkina de gagner ou de perdre. De toute façon, il fallait gagner à Alger. Donc, il n'y avait pas forcément d'incident sur le match nul qu'ils ont fait face au Niger. Exact. Je voulais juste dire que les 2 buts ont été marqués sur penalty. C'est un effet de mode en ce moment. Ouais, sachant qu'il faut rappeler aussi que le Burkina Faso, que ce soit sur le match aller ou sur le match retour contre le Niger, a bénéficié de pénaltys un peu douteux. Et c'est vrai que sur l'ensemble des 2 matchs, le Niger devait au moins gagner un des 2 matchs. Voilà. Il y a beaucoup d'équipes qui bénéficient de ça, on en reparlera plus tard parce que la dernière journée, elle était catastrophique au niveau de l'arbitrage. C'était un arbitrage maison. C'est pas du tout une bonne image pour l'Afrique. Ouais. C'est vrai que c'est même remonté. À souligner la grosse victoire contre la modeste équipe de Djibouti du Niger. 7-2 qui termine en beauté avec 7 points quand même. Qui l'eût cru que le Niger aurait eu 7 points dans un groupe de qualification Coupe du Monde avec le Burkina et l'Algérie. Après, on va pas se mentir, c'est avec Djibouti, je pense qu'on ne leur donnait pas beaucoup d'espoir à ne serait-ce que prendre un point, vu que l'équipe est vraiment extrêmement faible. Mais ça reste quand même une bonne performance. Le Djibouti, je crois que c'est la seule équipe des 10 groupes qui a pas remporté de points. C'est surtout la seule équipe aujourd'hui à avoir encaissé 29 buts. Ouais. Oui, c'est clairement une équipe qui n'a pas beaucoup de niveau. C'est sûr que par rapport à la victoire de l'Algérie, je ne sais pas si on peut faire une analyse du match Algérie-Djibouti. En revanche, je ne sais pas si vraiment tu peux ressortir avec des enseignements de cette rencontre. Je pense pas. Parce que on a dit c'est la seule équipe des 10 groupes qui a 0 points. Et c'est surtout parmi les 40 équipes qui sont en phase pour les éliminatoires, c'est l'équipe la moins bien classée de ces 40 équipes. C'est ça. Donc, après, je pense que l'Algérie, ils ont joué avec beaucoup de suffisance. Je pense que, à mon avis, ils cherchent à éviter des éventuels cartons qui auraient pu suspendre des joueurs pour le prochain match ou voire pour les barrages. On dit Djibouti, voilà, c'est vrai que l'Algérie, en regardant le match, c'était pas. Belmadi, il a fait un peu tourner. Il a pas mis. Il a fait un peu tourner, ouais. Il a pas mis Mahrez. Slimani, il est rentré en cours de jeu. Oui. C'était l'occasion de soigner les stats. Ouais. Aussi, ouais. C'est sûr, ouais. Après, quand on voit que le Niger, il est capable d'en mettre 7 au Djibouti, Djibouti, c'est vraiment. Sachant que le Burkina Faso n'en a pas mis 7 au Djibouti. Attention, il y a un élément à prendre en compte, c'est que quand vous jouez des matchs en 3 jours, quand vous avez une équipe qui est
pas professionnelle au final, cette équipe de Djibouti. Ouais. Forcément, le match d'après, elle va en prendre beaucoup plus. Bien sûr. Donc c'est un élément quand même à prendre en compte. Ouais, le Djibouti, c'était vraiment le petit poussé de ces éliminatoires, tout simplement. Exactement. En tout cas, aujourd'hui, la finale va se jouer entre l'Algérie et le Burkina Faso. Ouais. Exactement. Une finale qui fait rappeler celle de 2013, parce que rappelons qu'ils étaient en finale face au Nigeria. Le Burkina Faso, oui, tu à parles la CAN. à la À la CAN, CAN, ouais. à la CAN. Effectivement, D'ailleurs, je ils avaient parlais, battu la Tunisie. je faisais allusion au Non, ça, barrage. c'est en 2017. Ouais, 2017, ouais. Ouais. Le 2-0 Avec la sortie c'était en de 2017. Matlouti hasardeuse. Ouais, exactement. C'était en 2017. Sur Non, une- je faisais plus allusion au du barrage, ouais, de du 2013. barrage Ah. où les Algériens se sont qualifiés pour la Coupe du Monde C'est ça. 2014 en éliminant le Burkina Faso. Burkina Faso. Défaite 3-2 à Ouagadougou, victoire Exactement. et but de Bouguera au retour. Match serré. Oui, match Mais serré je pense aussi pas avec que ce beaucoup soit de la même décisions équipe. arbitrales là, plus que douteuses. Que ce C'est soit ça, du côté de exactement. Ouagadougou, Alger, il y avait eu beaucoup Mais de... C'est pour ça que je vais beaucoup de rebondir décisions, sur ce que tu dis. On regardera, mais normalement, l'arbitre sud-africain est un très bon arbitre et il n'a jamais eu. Ah cette oui, c'est histoire, Gomez, il me semble. Oui, exactement. Oui, bah, c'est ce qui se fait de mieux en Afrique aujourd'hui, Voilà. donc je pense pas que Donc, qu'il y aurait de soucis je pense qu'il cet a après-midi. été désigné en bon état de cause. En tout cas, l'Algérie, donc 13 points. Le Burkina Faso, 11 points. Le Burkina Faso est obligé de gagner aujourd'hui pour se qualifier. Tout est possible dans le football. Après, honnêtement, je pense que l'Algérie va quand même s'imposer avec son public, avec Tchaker. En parlant du public, les médias algériens disent qu'aujourd'hui, depuis midi ou 13h, le terrain est rempli. Bon, Donc, après, une vous savez, forte... vous savez, au Maghreb, pression. on ferme les stades 3 heures avant les matchs, donc c'est un peu logique que le stade est bondé. D'accord. Donc si on veut nous faire croire que voilà, les supporters sont fanatiques et qu'ils viennent dès le matin, c'est un peu normal en fait, c'est qu'on leur ferme les portes du stade 3 ou 4 heures avant le début du match. Mais par contre, au niveau est-ce qu'il y a une jauge? Je crois qu'il y a une jauge. Hein, Oui, c'est pas- je c'est crois qu'il y a... 14 000 Alors si je dis pas de spectateurs. bêtises, ouais, c'est 14 ou 17. 14. Hein. Oui, Ouais, mais toujours, il y a 14, toujours... J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois Non, que c'est ça. je Il y crois aura... pas que le stade il sera. Non. Il sera... Après, l'Algérie, elle sera à domicile, elle est obligée ou de faire un nul ou de gagner Non, mais pour. Oui, avantage à l'Algérie quand même. Elle est en ballottage très l'Algérie favorable, ne perd, l'Algérie. quasiment Ouais, jamais Oui. à Tchaker. Donc je donne pas beaucoup de chance au Burkina, mais bon, tout est possible dans le football. On l'a très bien vu avec la Centrafrique qui s'est imposée au Nigeria lors de la 3e ou 4e journée. Ouais, on a vu aussi à la le Togo tenir en échec un peu le Sénégal qui était déjà qualifié. Voilà. Ouais. On sait jamais. Tout peut se jouer En tout dans cas, ce groupe. Belmadi, il a l'air très confiant pour le match. Il y a de quoi. Hein, Il y a de il quoi. y a de quoi. Ouais. Il y a de quoi, je pense qu'il a confiance en la qualité de son groupe. Et que logiquement, dans la logique, même si dans le football on n'a pas de logique à 100%, il devrait se qualifier. Il ne devrait pas avoir de surprise. Avantage à l'Algérie alors donc pour ce Elle match. est en ballottage Clairement, favorable. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'elle passe pas. En tout cas. C'est soit match nul, soit une victoire pour que l'Algérie se retrouve puis au comme l'a barrage. dit Tarek, ils ont la chance d'avoir vraiment un arbitre vraiment là qui a un certain niveau. Hein. C'est C'est vraiment un arbitre de renommée internationale. Exactement. Et vous pensez que c'est dû au fait qu'il y a eu des... Possible. Je pense. Ouais, fortement pense. possible. Ouais. Je Je pense que la pense. fédération algérienne a dû mettre le Ouais. paquet pour avoir un arbitre de haut niveau. D'accord, parce que c'est un match qui va être... C'est pas un suivi. hasard, je pense que si c'est lui qui a été désigné. C'est un match très sensible, on va dire. Surtout pour l'Algérie. Surtout pour l'Algérie, Mhm. qui aujourd'hui peut tout gagner comme tout perdre. Hein. Exactement. Rappelons que Je une pense que s'ils défaite... perdent de tout, ça va mal se En finir. tout cas, je pense pas que ce sera à cause de l'arbitrage. Non. Voilà. Bon, ça a toujours été un avantage de jouer à la domicile maison, en Afrique. clairement. On a beau dire ce qu'on veut, mais l'arbitrage, voilà, c'est un peu ce qui fait défaut sur notre C'est ça. continent. Alors, on n'a pas parlé des Burkinabés qui ont ramené 2 marabouts avec eux lors de ce déplacement. Ah bon? Ah oui. D'accord. J'ai pas trop suivi l'histoire, mais visiblement, ils D'accord. avaient même pas envie de se changer dans les vestiaires. Bon, Bon, ça Ah, c'est des d'accord. coutumes en Afrique, chacun ses coutumes. c'est... Après, c'est d'accord. sûr Ça a l'air qu'aujourd'hui... passionnant, en tout cas, tout se passera le sur le match terrain. va être... J'avais pas compris que c'était à cause de ça. Ah, si, J'avais compris qu'il y avait une rumeur qui disait que les Burkinabés disaient que les vestiaires n'étaient pas à la hauteur de leurs attentes pour déstabiliser l'Algérie. Et donc, ils se sont, Honnêtement, j'ai pas oui. trop suivi, mais bon, Bon, ça doit être des rumeurs. des gris-gris, des choses balancées Ouais, bon. sur la pelouse. On connaît la chanson. Des Mm. marabouts dans les stades, etc. C'est le C'est folklore c'est coutumier habituel. en Afrique. Il n'y a rien de... On a l'habitude. Ouais. Entendu, bah écoutez, souhaitons bonne chance à nos amis algériens. On va passer au groupe B, qui est le groupe de la Tunisie. Tunisie, Guinée équatoriale, Zambie et la Mauritanie. La Tunisie qui est première ex aequo avec la Guinée équatoriale. La Zambie, 3e.
avec 7 points et la Mauritanie 1 point qui ferme la marche. La Zambie qui n'est pas éliminée. Hein. On allait en venir. La Guinée équatoriale qui recevait la Tunisie et qui bat la Tunisie 1-0, but à la 83e minute. C'est pas étonnant. Il y a un historique avec la Guinée équatoriale et la Tunisie. Mais mine de rien, ce genre de match, justement, je parle sous votre contrôle. La Tunisie, c'était des matchs qu'elle arrivait à gérer. Alors, on va y revenir. On va y revenir. La Zambie qui bat la Mauritanie 4-0. Et la Mauritanie, c'est la décadence là, ces derniers temps. Mais c'est sûr. Bon, je crois que, comme tu nous avais dit, c'était dû à des non-paiements de l'ancien coach Corentin qui est parti, il me semble. Non, mais c'est pas que ça. C'est que je pense que c'était la fin d'un cycle. Corentin Martins, il est resté quand même 7 ans. Il a remis la Mauritanie sur la scène continentale quand même. Parce que l'équipe nationale de Mauritanie, avec tout le respect que j'ai pour eux, il y a 7 ans, ça faisait rigoler tout le monde. Bien sûr. Maintenant, c'est une équipe assez sérieuse. Ils ont tenu tête quand même à l'équipe du Maroc, aller-retour. Exactement. Et ils ont tenu aussi tête à la Tunisie lors de la CAN, en match de groupe. Et même là, pendant le groupe, la phase de groupe, il y a eu 0-0, deuxième match, il me semble, en Mauritanie. Oui, c'est ça, le mois dernier. Voilà. Alors, juste deux petites secondes, les amis. La Zambie qui a battu la Mauritanie 4-0, un triplé de Sakala, un joueur à suivre, parce que ce soir, il jouera contre la Tunisie, le joueur de Glasgow Rangers. Il y a le Patson Daka qui est pas mal du tout. Les Zambiens, ils ont des individualités. Ils ont des individualités. Il faudra quand même faire attention à cette équipe. La Tunisie, avec cette défaite qui relance tout le groupe. Donc, une fois n'est pas coutume. On se rappelle des mauvais souvenirs en 2010 pour la Tunisie. Le Mozambique qui sort la Tunisie à la 82e minute, je crois. C'est à peu près la même chose. Et le Cap-Vert en 2013. Et le Cap-Vert, on se fait repêcher. Alors on a de la chance que cette fois-ci c'était pas un match coup près, qu'on a le droit à une deuxième chance. Et à la maison en plus. On joue à la maison. Le public devrait être présent. C'est pas ce que j'ai entendu dire. Alors, y a des d'après les derniers échos, le public devrait être présent ce soir. Le stade sera ouvert. Mais en tout cas, pour le vérifier, il faudrait que déjà une chaîne nationale tunisienne, je rebondis là-dessus, puisse diffuser le match, parce que c'est quand même catastrophique que les Tunisiens ou les Tunisiens, peu importe où ils se trouvent dans le monde, ne puissent pas regarder les matchs de la Tunisie et qui sont obligés de suivre sur les applications de smartphone. Donc c'est quand même grave. Et je pense que la fédération tunisienne, présidée par Ouadi Jari, doit prendre le problème à bras-le-corps, parce que c'est pas possible. Je pense qu'il y a beaucoup de chaînes, notamment les chaînes Bein Sport et compagnie, qui seraient prêtes à payer pour diffuser les matchs de l'équipe nationale de Tunisie. Le championnat tunisien est quand même passé sur la chaîne Elkas. Oui, exactement. Les grosses Elkas One, notamment. Alors ça fait quand même depuis bon nombre d'années. Oui. Sauf qu'à l'époque, le match se retransmettait sur la chaîne nationale et sur Alcas. Aujourd'hui, il n'y a que Alcas qui le passe. Aujourd'hui, si vous n'avez pas la chaîne Qatari, vous ne pouvez pas regarder les matchs. Du moins les grosses affiches. Mais je crois qu'il y a un problème, excuse-moi de te couper, je crois qu'il y a vraiment un problème de communication ou peut-être d'offres vis-à-vis de la fédération et des chaînes de télévision, parce que c'est pas possible. Il y a un moment donné, la fédération, je pense qu'elle a les droits sur l'équipe nationale, donc elle les vend ses droits audiovisuels. Il y a un moment donné, si les chaînes ne les achètent pas, c'est qu'il y a un blocage quelque part. Exactement. C'est sûr qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y a beaucoup de zones d'ombre. C'est soit que le prix est trop cher, soit je sais pas. Ils s'entendent pas sur le prix. Mais les matchs précédents, ils étaient diffusés pourtant. Non, pas le championnat local. Je parle des matchs de la sélection tunisienne. Ils étaient diffusés. Ça dépend des matchs. Non, mais je parle des matchs là contre la Mauritanie, contre. Alors celui de la Mauritanie, il n'a pas été diffusé. Ah d'accord. Non. Donc il y a le match contre la Zambie, en Zambie, qui a été diffusé par une chaîne libyenne. Ouais. Il me semble que le premier match, on l'a joué contre la Guinée. Il a été retransmis sur la chaîne tunisienne. Alors, mais bizarrement, après on va pas rentrer dans la politique, c'est que depuis fin juillet, notre ami Ouadi Jarli ne donne plus forcément d'interviews, ne plus forcément de communiqués, d'explications. Mais est-ce que ça va influer sur la diffusion parce que c'est une petite finale. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, à la dernière journée, la Tunisie ne serait pas déjà qualifiée? On souligne quand même que toutes les équipes aujourd'hui n'ont pas leur billet en poche. C'est-à-dire qu'on a quand même le Nigeria qui joue sa petite finale, on a quand même l'Algérie, la Tunisie. Je suis d'accord, Anis, mais c'est vrai que quand il y a eu les groupes qui ont été divulgués, je pense que
La Tunisie est archi favori. Il n'y a pas beaucoup de gens. Je suis pas forcément d'accord. Moi personnellement, qui aurait moi, pensé que c'était l'un des plus difficiles des 10. Hein. Ouais. Aujourd'hui, vous avez la Mauritanie. Bon, la Mauritanie, ces tirages au sort-là, ils ont été effectués il y a peut-être 2 ans. Ouais. À l'époque, la Mauritanie, c'était une bonne équipe. À la CAN, ils ont réussi à nous tenir tête avec le Maroc. Mais avec l'expérience de la Tunisie, on aurait pu se douter de mais la Zambie aujourd'hui, on l'a pareil pour l'Algérie, d'ailleurs. L'Algérie... quand le groupe l'Algérie, ce qui lui fait défaut, c'est le match nul à Marrakech contre la façon. Mais quand tu vois le groupe de l'Algérie, tu te dis mais comment ça se fait qu'ils vont attendre la dernière journée pour se qualifier. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sous-estime une équipe comme la Zambie, qui a 2 CAN, qui a gagné une CAN il y a à peine 10 ans. La Zambie, c'est une grande équipe d'Afrique. Dans les années 90, c'était l'une des meilleures équipes d'Afrique, la Zambie. Aujourd'hui, on a tendance à sous-estimer ces équipes-là. Mais ces équipes-là, sur le papier, ils ont peut-être des meilleures individualités que la Tunisie. Il y a des joueurs qui jouent en première ligue. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu veux, la Tunisie, ces matchs-là, il y a quelques années, elle arrivait à les gagner. Ça se roulait par terre à 10 minutes de la fin. Ça faisait perdre un peu de temps. Le ballon, on le renvoyait. C'est l'expérience, tu vois. Donc, comment se fait-il que ce match-là, il passe à travers? Si tu veux, le taux, il s'est resserré entre les équipes. Il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, maintenant, il n'y a pas d'équipe qui domine largement le continent. Ok, ouais, Tarek, moi je suis d'accord avec toi. Excuse-moi, Feta, on le voit notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'Algérie et le Sénégal. Il n'y a que le Sénégal qui a survolé son groupe, l'Algérie qui joue quand même la finale aujourd'hui face au Burkina Faso. Et ça reste quand même peut-être la meilleure équipe africaine. Exactement. Ouais, bien sûr. Oui. Après, c'est sûr qu'en ce moment, il y a on va pas se mentir, surtout depuis leur victoire en 2019, il y a une sorte de hype au niveau de la sélection algérienne. Alors, est-ce qu'elle est justifiée ou exagérée, ça on peut en parler, on peut en discuter, mais oui, il y a pas. C'est vrai que c'est impensif de dire en Afrique il n'y a pas de petites équipes, mais si, il y en a des petites équipes, il y en a encore des petites équipes. Suis pas d'accord. Tout à l'heure, on parlait du Djibouti, pardon de te couper. Il y a le journaliste Molina qui nous a fait, qui a divulgué l'info comme quoi après un match, d'ailleurs peut-être même celui face à l'Algérie, il y a des joueurs qui s'étaient enfuis, un qui était douanier, l'autre qui était gendarme, l'autre qui était policier, qui ont fait escale à Paris, qui sont restés, et qui ont demandé l'asile. Djibouti, il faut pas qu'on vienne. Avec tout le respect que j'ai pour le Djibouti. De toute façon, il ferme la marge, donc à 0 points. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la seule équipe qui est à 0 points aujourd'hui. Il y a des petites équipes, mais voilà, pour en revenir à la Tunisie, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est... c'est une bonne question. Alors, c'est une bonne question, Raïd. Elle est en attente de sa qualification. Exactement. Alors, c'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, plusieurs médias tunisiens... remettent en cause le coach tunisien, Monderk Bayer. Après, c'est le premier fusible coach, c'est toujours facile. C'est toujours. Alors moi, je voudrais juste revenir sur le match contre la Guinée équatoriale. Le premier changement, c'était à la 75e minute. On se prend un but à la 83e minute, d'accord. Un changement poste pour poste, et derrière il nous refait 2 autres changements qui sont limite encore poste pour poste. Alors quel était le but aujourd'hui de Monderk Bayer pour en se déplaçant en Guinée équatoriale? C'était les 3 points ou assurer au moins le match nul? Je pense que ce match-là, c'était un traquenard déjà quand on voit la qualité du terrain qui était catastrophique. Bon, la qualité, c'est pour les 2 équipes. Non, vous me direz, il n'y a pas d'excuse sur ça. Et le huis clos qui n'a pas été respecté à Malabo. Exactement, mais qui auront quand même une amende. Mais bon, ça n'a pas été respecté. Les Guinéens, ils ont joué avec beaucoup d'agressivité. On remarque quand même que l'arbitrage, à un moment donné, faut distribuer des cartons aux Guinéens. Chose qui n'a pas forcément été faite en première mi-temps. Je pense que la Tunisie, elle a joué avec beaucoup de suffisance. Je pense qu'elle a joué avec beaucoup de confiance en se disant que voilà, ils vont pas perdre, ils ont l'habitude. Mais l'expérience, à force d'avoir été... L'expérience dont parlait tout à l'heure Feta, l'expérience, parce qu'on est passé par là en 2010, en 2013 pareil, est-ce qu'aujourd'hui on refait les mêmes erreurs? Mais après, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut pas tout remettre en cause. Aujourd'hui, la Tunisie, elle a encaissé un but sur les 5 journées. Il y a très peu d'équipes qui ont pris qu'un seul but. Il y a que le Mali qui a 0 but. La Tunisie a un seul but. Je pense qu'il faut pas tout remettre en cause. C'est une des meilleures défenses d'Afrique, oui. Sauf qu'aujourd'hui, à l'italienne. Au-delà de la défaite, ça permet de relancer notre prochain adversaire en fait. Là aujourd'hui, ils relancent la Zambie. On se pénalise en fait 2 fois plus parce que la Zambie aujourd'hui vient à Tunis avec une motivation. Et tout peut se passer dans le football. Après, pour résumer, et ça on le sait depuis toujours, le pire ennemi de la Tunisie, c'est la Tunisie. Le problème, c'est qu'on a connu, notamment lors de la Coupe du Monde ou des Coupes d'Afrique,
quand parfois dans certains moments du match, la défense a des trous d'air ou toute l'équipe a des trous d'air, la Tunisie le paye cash. Et c'est le gros problème qu'a la Tunisie de manière générale, et encore plus aujourd'hui, même si on a un Wabi Kazri qui est quand même assez performant. Concrètement, on n'a pas de gros atouts offensifs. Alors, la Tunisie est tout de même une des seules équipes aujourd'hui en Afrique, ou peut-être... ils ne sont pas beaucoup. Pendant des années, ils se sont reposés sur un championnat local, avec des équipes qui étaient plus ou moins dominantes sur le continent africain. Ouais. La Tunisie aujourd'hui, en termes d'expérience, a des joueurs qui jouent en Europe, mais ce n'est pas non plus des top clubs. Est-ce qu'aujourd'hui... cette inexpérience vient de là? Est-ce que parce que les joueurs je pense pas que ça s'explique par... Je pense que ça s'explique juste plus par les choix du coach. C'est-à-dire de ramener aujourd'hui des joueurs comme Kawi, qui depuis 4-5 ans a peut-être 2 ou 3 matchs dans les jambes. Qui est titulaire ce soir. Moez Hassen, avec tout le respect que j'ai pour Moez Hassen, c'est un grand gardien. Mais qui est très léger. Pendant 3-4 ans, il a fait peut-être 5 matchs officiels. Mais c'était pas lui là, c'était pas Moez Hassen. Non, mais il est sélectionné. Ouais, il est sélectionné. Comment on peut ramener un joueur qui a fait 5 ou 6 matchs pro en 4 ans? Bon, il est titulaire au club africain quand même. Mais il vient d'être transféré, c'est sa première saison. Mais les 3 dernières années, il continuait d'être appelé alors qu'il ne jouait même pas à un niveau professionnel. Ça n'existe pas. Dans n'importe quelle sélection, ça n'existe pas, ce genre de choses. Aujourd'hui, il y a peut-être un peu de laisser aller au sein de la sélection. Aujourd'hui, un joueur comme Msakni, qui est censé être notre capitaine, il vient quand il veut, en fait. Là, bizarrement, le dernier rassemblement, il était blessé. Là, le dernier rassemblement, il s'est blessé avant les matchs. Non, mais Raïd, il sera là ce soir? Ah non, il est pas là. Ouais, mais Raïd, une petite parenthèse sur Msakni. Msakni, je pense que depuis qu'il a eu sa blessure là, au ligament, c'est plus le même joueur. Une baisse de niveau. Non, simplement. Et puis après, il y a des choix de carrière. Et il prend de l'âge. Il prend de l'âge. C'est pas le problème. Il y a des choix de carrière. Il est parti dans le golf courir après un chèque. Et je pense que sa progression, elle est... Et au bout d'un moment, tu le payes cash. Bien sûr, à un moment donné, sa progression, elle n'a pas été celle espérée justement par les supporters. C'est pas là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des passe-droits, il y a du laisser-aller au sein de la fédération. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de sélectionner un joueur qui vient quand il en a envie et on lui donne le brassard. Quelle image on donne aux autres joueurs, en fait? Il vient quand il veut, il a le brassard. Mais tu sais, je vais te dire un truc. Tu sais, il y a des statuts dans les clubs et même dans les sélections. Après que toi, tu ne veuilles pas de ce statut-là, Msakni, c'est une chose. Je ne le veux pas, c'est qu'il ne le mérite pas, c'est injuste en fait. Justement, mais ça c'est un problème de management, c'est au sélectionneur de faire ce genre. Il y a peut-être quelqu'un au-dessus du sélectionneur. Moi je pense que ça se joue au niveau de la fédération. Tu penses que le président il fait des pieds et des mains pour faire... Bien sûr. Il y a 2 ans, s'il a viré Fawzi Benzarti il y a 2 ans, c'est pas pour rien. Concrètement, Msakni, quelle est sa plus-value dans les derniers matchs là de ça fait un an? Concrètement, depuis sa blessure avant la Coupe du Monde, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus que l'ombre de lui. Oui, voilà, c'est pas forcément une plus-value pour l'équipe, mais ça reste que c'est un joueur d'expérience. Avec des affaires extrasportives aussi, qui ont fait que Msakni. Oui, voilà, on va pas rentrer dans sa vie privée, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on sent quand même que ça lui a mis un coup derrière la tête. Mais aujourd'hui, voilà, mis à part quelques fulgurances, forcément, tu as toujours besoin d'un joueur qui peut te faire la différence. Donc c'est pour ça qu'on le sélectionne. Il n'y a pas de souci, on peut le sélectionner. Mais de là, lui donner le brassard. Tu peux pas donner le brassard à un joueur qui joue jamais en fait. Qui joue jamais, qui vient quand il veut en fait. Quand il a envie de venir, il vient. Et quand il a pas envie, il passe un coup de téléphone. J'ai un petit bobo, je viens pas. Ça n'existe pas ça. Aujourd'hui, des joueurs comme Kazri, un joueur comme Kazri ou Skiri, c'est eux, c'est ces gens-là qui méritent le brassard. Mais Kazri, c'était pas le capitaine avant de. C'était le vice-capitaine. Comme ça, après, il y a des joueurs au milieu de terrain comme Sassi qui a une certaine expérience, notamment quand il était aux Zamalek. D'accord, il y a pas de problème. Derrière, t'as Meriah, t'as Brown qui est capitaine de Metz, même si Metz c'est pas. T'as des joueurs d'expérience qui peuvent justement. Il y a des joueurs qui pourraient mériter à aspirer à avoir le capitanat. Aujourd'hui, voilà, quand tu le donnes à Msakni depuis des années, alors que le gars il est là une fois sur 10, ça Raïd, peut pas marcher comme ça. Penses-tu que ce soir, la Tunisie peut avoir le même problème qu'il y a eu en 2010 ou en 2013? Je pense pas, parce qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir entre guillemets avoir une deuxième opportunité de se racheter. En 2009, on l'a pas vu venir. En fait, c'était la dernière journée. Voilà, un jour sans, ça arrive. 2013, le 2013, faut pas se mentir. 2013, c'est peut-être l'année où j'ai vu l'équipe nationale la plus faible en fait depuis ces 2-3 dernières décennies. En 2013, la Tunisie est extrêmement faible. On a eu la chance d'avoir un groupe qui était largement à notre portée.
mais l'équipe en soi était très faible. Donc à la limite, ça me surprenait pas de voir le Cap-Vert s'imposer à l'époque. Mais ce soir, je pense qu'il va y avoir quand même un surplus de motivation des joueurs qui sont conscients, qui se sont loupés. Et voilà, avec ce qui s'est passé ces derniers mois en Tunisie, on sait tous qu'il y a eu des moments durs. Je pense que les joueurs quand même ont envie de se racheter, ont envie de donner du plaisir à tout le peuple. La Guinée équatoriale qui, elle, se déplace en Mauritanie. Donc, c'est pas dit que la Guinée équatoriale gagne non plus. Alors, j'ai envie de revenir quand même rapidement sur la Tunisie, parce qu'aujourd'hui, on joue en 3-4-3, je crois. Donc c'est un 3-4-3 avec deux joueurs sur les côtés. Droite, Dragueur qui va retrouver une place de titulaire, ça fait quand même et Malou la gauche. Il n'a pas joué, Malou la gauche. Donc Malou qui est très critiqué d'ailleurs en ce moment. Mais voilà, là aujourd'hui, Mander Kebayer qui prend un petit risque quand même. C'est pas une tactique dont il a l'habitude. Exactement. Après, je voudrais rajouter, moi personnellement, cette équipe de Tunisie, elle m'inquiète beaucoup depuis un moment, même si on a des joueurs expérimentés comme Maloul, comme Sassi, comme Kazri, qui connaissent le continent africain et le haut niveau de manière générale. Mais l'équipe, elle est très moyenne, il faut se dire la vérité. En termes de jeu ? Voilà, si on compare aux autres équipes, le Sénégal, l'Algérie, le Maroc qui a bien terminé les éliminatoires, on est derrière, on est derrière en termes de niveau. Après tactiquement, je pense qu'on fait partie des meilleures équipes. Mais ça l'a toujours été. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça l'a toujours été, mais moi personnellement, cette équipe-là m'inspire pas du tout. Mais si tu veux, parce qu'il nous manque ce brin de génie qu'a apporté Msekni pour débloquer des situations. Devant, c'est lourd. Bon, Kazri, il a pris un peu de poids. Kazri qui joue neuf et qui n'est pas véritablement un neuf, par exemple. Qui n'est pas véritablement un neuf, il a pris du poids, mais il reste quand même performant. Mais à part Kazri, en attaque, il était avec Jaziri, non ? Individuellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs en Tunisie qui ont du mal à se... Qui on a à part Kazri ? Il n'y a personne. Donc aujourd'hui, le seul joueur qui pouvait faire la différence, c'était Msekni. Il y avait un ton en dessous, il y avait Anis Badri qui est en forme il y a 2-3 ans, quand même, qui faisait des différences. Aujourd'hui, clairement, un joueur comme City, qui pour moi, j'aime beaucoup ce joueur-là, mais pour moi, il n'a rien à faire. En fait, en équipe nationale, son jeu n'est pas adapté au football africain. C'était quand même un des seuls joueurs qui était percutant en Guinée équatoriale. Oui, mais pas forcément efficace. Donc, ça reste mon avis. Aujourd'hui, on a clairement plus de joueurs en fait, qui font la différence. Aujourd'hui, comme le consultant, hier, je regardais une émission, ancien grand joueur de l'équipe nationale, Ziad Zaziri, qui disait aujourd'hui, nous, on balance devant. Balle au pied, on n'a plus personne en fait pour garder le ballon. On est obligé de balancer. C'est peut-être un problème dû au coach. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Monverk Bayer, qui est critiqué non pas que sur les résultats, parce que les résultats sont, on va dire, plutôt honorables pour la Tunisie. On a quand même que des victoires, un seul match nul en Mauritanie. On perd contre la Guinée équatoriale. On relance toutes les nations avec nous. Donc on est 3 à pouvoir se qualifier. Mais en termes de fond de jeu, la Tunisie... on est loin de la Tunisie avec Maloul où on avait quand même du ballon. Bon, à l'époque, il y avait peut-être Msekni. Oui, ça change tout. C'est pas du tout la même équipe. Quand Maloul était là, il avait la chance d'avoir un Msekni au summum. Aujourd'hui, tu remets un Msekni au summum, la Tunisie, c'est pas du tout la même image qu'elle donnerait sur le terrain, forcément. Aujourd'hui, on n'a aucun joueur qui puisse faire la différence. On n'en a aucun. Il n'y en a aucun. Surtout offensivement. On va dire que sur l'assise défensive encore. Je pense qu'on est solide. Il y a une discipline tactique en Tunisie, donc on va dire que ça tient plutôt bien au milieu de terrain en défense. Exactement, mais offensivement, c'est... Mais devant, s'il n'y a pas d'exploit individuel ou s'il n'y a pas un Kazri en grande forme... Non, mais quand tu sais qu'aujourd'hui, tu as encore Kazri et Sliti qui étaient là il y a 4-5 ans, c'est que tu comprends qu'en fait, il n'y a aucun joueur de qualité pour les remplacer. Exactement. Ils sont encore là, en fait, depuis 4-5 ans, c'est toujours les mêmes. Sliti qui fait quelques différences aussi, qui est un joueur qui apporte beaucoup en Tunisie. On attend le retour après ça, comme tu le disais précédemment, avant, on s'appuyait beaucoup sur des joueurs locaux. Il y avait un Ben Youssef qui était en pleine forme, qui jouait à Sfax et qui pouvait apporter cette grinta devant. Maintenant, il y a qui ? On a espéré un Chawet, mais finalement, il a coulé. Il y a personne devant. Il y a un Chamaki au club africain, mais qui n'est pas au niveau. Il y a personne dans le championnat tunisien. Il y a clairement pas beaucoup. Il y a personne à récupérer. Quand il y a quelques semaines, tu entends parler d'un éventuel retour de Yohann Tousgar qui joue à 3, qui a 35 ans. C'est que ça te montre bien qu'aujourd'hui, au niveau offensif, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Le numéro 9 est un gros problème en Tunisie, effectivement. Exactement. Alors, pour finir avec la Tunisie, donc la Tunisie ce soir qui reçoit à 20h la Zambie. On va essayer de regarder le match sur nos téléphones malheureusement. Si les télés ne le diffusent pas. Donc la Tunisie, victoire impérative. Ouais, victoire impérative. Je pense qu'il y aura victoire quand même au bout. Et du côté de la Guinée équatoriale, honnêtement, vu le niveau très faible de cette équipe, je suis même pas sûr qu'ils gagneront en Mauritanie.
bon, vaut mieux se focaliser sur notre match, mais ça m'étonnerait pas de voir la Guinée ne pas s'imposer en Mauritanie, surtout qu'en Mauritanie, il y a très peu d'équipes qui s'imposent La Guinée là-bas. équatoriale, quand même, je suis pas d'accord avec toi. La Guinée équatoriale, il faut faire attention parce qu'ils ont fait une bonne phase de qualification CAN. Ils se sont qualifiés à la CAN. Il faut savoir qu'ils ont battu la Libye par 2 fois, alors qu'ils étaient au fond du trou. Depuis qu'ils ont nommé leur coach local, leur nouveau coach local, et qu'ils ont changé de président de fédération, c'est une équipe qui est métamorphosée pour moi. Et les résultats, malgré on va dire, l'erreur de la Tunisie, ces résultats, je pense qu'ils ne sont pas pour rien. Ils sont dans une bonne dynamique. Donc, à prendre en considération. Après, la Zambie, pour moi, c'est un match piège. Faut faire très attention. La Zambie, la Zambie qui a des individualités. On fait match nul et la Guinée équatoriale par magie gagne. Non, mais c'est terminé. Hein. Surtout que la Zambie est bien conscient que la Tunisie a une grosse pression. Exactement. Donc elle va s'appuyer sur ça. Je pense donc elle n'a rien à perdre, la Zambie, aujourd'hui. Hein. Je pense qu'il y aura une attaque à outrance Exactement. de la part de la Zambie. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, alors quel que soit le résultat de ce soir, est-ce que c'est le moment de changer quelque chose ? Je pense pas. Quand je dis changer quelque chose, c'est changer d'entraîneur non, et de staff. Je pense pas. Parce que c'est quand même très inquiétant. Ça fait quand même depuis 2-3 ans où la Tunisie a les mêmes, on va dire, joueurs au sein de l'équipe nationale et le fond de jeu n'évolue pas. Les résultats sont certes présents, mais les résultats n'évoluent qu'est-ce qu'il pas. faut dire ? On va changer d'entraîneur pour mettre qui ? Avec quel budget aujourd'hui Kebayer doit gagner 15 millions euros par mois. Moi, j'irais plus loin et ça, on peut le mettre aussi au crédit de d'autres équipes. C'est que il faut analyser aussi la situation politique en Tunisie. On ne peut pas dissocier le politique du football. Un peu comme partout en Afrique. La Tunisie n'est pas épargnée. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Raïm. Depuis la période Covid, il faut savoir que la Tunisie, c'était un des pays les plus touchés à un moment donné par le Covid. Et ça s'impacte indirectement sur le football et sur les budgets aussi, également. De plus, la fédération, à sa tête, le président Wadi Jari, est fragilisé. Et je pense qu'aujourd'hui, même si on changerait de coach, et là je te rejoins, et qu'on mettrait un autre coach local, le problème ne sera pas encore résolu. Je pense que la Tunisie est en train d'arriver sur une fin de cycle, même s'il y a des jeunes joueurs qui arrivent. Je pense que notamment Hannibal Mejri, Draguer, le latéral droit. Voilà, je pense qu'il y a certains joueurs sur lesquels on peut se reposer. Mais après, il faudra lancer une nouvelle dynamique. J'espère quand cette crise plus ou moins politico-économique sera passée. Donc, le choix de Jari envers Mondor Kebayer n'est que financier en fait. Bah exactement. Aujourd'hui, quand tu lui proposes, je pense qu'il doit gagner entre 10 et 15 000. Bon, on va pas rentrer dans les détails, je sais pas. Maximum, mais j'avais vu un classement des 20 coachs les plus payés en Afrique. Il n'était même pas sur la liste. Ouais. Le dernier était à 18 000 ou 19. Donc, en fait, la question, c'est pas de changer de coach, c'est avec quel budget. Avec ce budget-là, qu'est-ce que tu vas chercher qui en fait ? Il n'y a personne en fait. Bah, oui, peut-être celui mais il faut faire attention, juste pour bifurquer sur ce que tu dis, il faut faire attention à ce classement. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Visiblement, il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges. Quoi qu'il en soit, Mondor Kebayer, rappelons que Mondor Kebayer n'a rien gagné dans sa carrière. Hein. Mondor Kebayer qui avait il vient dans l'équipe nationale avec une expérience, on va dire, plutôt mitigée, et un palmarès... moi qui l'ai suivi quand il coachait le CA Bizertin, c'était quand même très 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 solide. Ils n'ont rien gagné. Ils n'ont rien gagné. Mais aujourd'hui, quand tu ramènes une petite équipe, entre guillemets, du CAB face au grand El Ali en tour préliminaire de Ligue des Champions, et qui t'es à 2 doigts d'éliminer la grande équipe du Caire, et qui même à l'époque, Oussam Badri, qui est un grand entraîneur en Égypte, et notamment de l'Air, et qui disait j'ai jamais joué une équipe aussi forte que ça en fait, une équipe tunisienne aussi forte. Et c'était sous Kebayer, qui avait aussi notamment gagné un match face à l'Espérance, 5-1 à Sousse. Et c'était lui qui était au bord du terrain face à Nabil Mahaloud. Alors juste avant de tourner la page de l'Espérance. Juste avant de tourner la page pour la Tunisie, l'entraîneur du Raja Casablanca qui est tunisien, je rappelle, ancien entraîneur de l'USM, ex-entraîneur. Il est sur le marché. Oui. Il est sur le marché. Est-ce que la Fédération tunisienne de football doit se mettre en contact avec lui ? Alors pour le coup, ce serait le seul entraîneur où je serais pour qu'il vienne entraîner la Tunisie. Parce que par rapport à ses derniers résultats, aujourd'hui, on l'a tous vu en Tunisie avec Monastir, ça a été du beau football.
C'est très rare pour le souligner en Tunisie. Avec le Raja, en à peine 8 mois, il a gagné la Coupe arabe, la Coupe de la CAF. Ouais. Il est revenu sur le Wydad malgré qu'ils n'ont pas été champions. Ils avaient beaucoup de points de retard sur le Wydad. Au final, ils ont réussi jusqu'à la fin à se battre pour le championnat. Aujourd'hui, Rached Chebbi a prouvé quand même que c'était un très très bon entraîneur et que si jamais la FTF aurait des envies de changement, je pense qu'il faudrait vite le contacter parce qu'à mon avis... ne perdons pas de temps. Exactement. Très bien, écoutez, victoire impérative de la Tunisie si elle veut se retrouver au barrage. C'est ça, et espérer quelque chose. On va passer au groupe C. Donc le groupe C, Nigeria, Cap-Vert, République centrafricaine, et le Libéria. Donc le Nigeria 12 points et le Cap-Vert juste derrière 10 points. Là aussi, une petite finale qui va se jouer au Nigeria. C'est aujourd'hui que le Nigeria... Le Nigeria contre le Cap-Vert a souligné le match Cap-Vert-Centrafrique. Au Cap-Vert, deuxième but totalement... je comprends pas en fait. Le joueur arrête le but sur la ligne, mais l'arbitre fait mine de revenir au point central et de valider le but. C'est ce qui s'est passé lors de la 5e journée. On en reparlera quand on parlera des autres groupes, mais la Centrafrique, Cap-Vert, le Ghana, la RDC et compagnie, c'est quand même grave ce qui se passe. Toujours ces problèmes d'arbitrage et bizarrement, c'est toutes les équipes qui sont à domicile qui se sont fait avantager. C'est clairement un avantage de jouer à domicile en Afrique. C'est clairement un avantage. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en termes de pronostic, je pense que le Nigeria s'imposera malgré tout. Je pense que le Nigeria, oui, mettra comme on dit, la fessée au Cap-Vert pour pouvoir passer au dernier tour préliminaire. L'équipe à Gernot-Rohr qui sera obligée de gagner ce match ou match nul. Match nul, ils peuvent passer parce que différence de but aujourd'hui. Ça reste le même cas de configuration et ça se joue à Lagos, Burkina. Donc très, très compliqué de gagner aussi à Lagos. Mais bon, le Centrafrique l'a bien fait, donc pourquoi pas le Cap-Vert. Ouais. Pourquoi pas, se passer dans le foot. Mais je pense pas. On l'a vu avec la Centrafrique. Tout peut se passer. Et là, le Nigeria aujourd'hui, tout comme la Tunisie ou l'Algérie, a une grosse pression aujourd'hui. On joue à la maison, il ne faut pas décevoir. Et ça, je pense que les Cap-Verdiens, ils en sont conscients, ils n'ont rien à perdre. Mais je pense comme eux l'ont fait subir aux Centrafricains, par l'arbitrage, je pense qu'ils auront aussi un arbitrage désavantageux pour eux, à Lagos. Ouais, et surtout à Lagos. Et le Cap-Vert l'a fait il y a 8 ans contre la Tunisie. Dernière journée, ils se sont opposés à Tunis, personne ne donnait cher de cette équipe. Effectivement, ils avaient gagné. Le Cap-Vert d'il y a 10 ans, c'est pas le Cap-Vert d'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau des individualités du Cap-Vert, moi je connais pas grand monde qui compose. Ouais, mais bon, ça reste quand même... Il y a encore Fortes devant. C'est vrai qu'avant, il y avait les joueurs comme Platini et compagnie. Maintenant, c'est plus le cas, mais ça reste quand même une équipe sérieuse avec un coach local qui connaît bien les joueurs. De toute manière, s'ils sont encore en vie à la dernière journée, c'est que je pense qu'il faut leur donner du crédit. Bon, c'est aussi dû au mauvais résultat du Nigeria, parce que le Cap-Vert avait reçu le Nigeria et avait perdu sur sa pelouse 2-1. Donc le Nigeria, s'ils vont au Cap-Vert, qu'ils arrivent à battre le Cap-Vert, je vois pas pourquoi après, peut-être la pression, mais Nigeria c'est une équipe plutôt expérimentée. Surtout à Lagos, c'est très rare. Ouais, et puis surtout que malheureusement avec tous les problèmes d'arbitrage qu'on a vu cette dernière journée, je serais pas surpris qu'il y ait encore des choses bizarres qui se passent. Ça, le problème, c'est bis repetita et que personne, on va dire, monte au créneau pour pouvoir. C'est ça qui m'interpelle en fait, c'est qu'aujourd'hui on ne voit personne. Ni la FIFA ni la CAF prend des dispositions strictes. Au pire des cas, des fois, elle met à pied des arbitres pendant 2 ou 3 journées. Sur les arbitres. On y reviendra parce qu'effectivement, il y a d'autres groupes où ça s'est vraiment ressenti. Bon, avantage quand même Nigeria, messieurs. Oui, clairement. Moi, Centrafrique, Cap-Vert, j'insiste là-dessus, c'est du vol. Sauf que comme c'est la Centrafrique, on n'en parle pas plus que le Ghana ou la RDC. Ça fait moins de bruit. Tout simplement. Ça fait moins de bruit. Le groupe D, le groupe de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Cameroun, Mozambique et le Malawi. Côte d'Ivoire 13 points, le Cameroun 12 points, Mozambique 4 points et le Malawi qui ferme la marche avec 3 points. C'est clairement le groupe qui fait le plus parler, même ici en Europe. Là pareil, c'est une petite finale, on l'avait annoncé lors de la précédente émission. Côte d'Ivoire-Cameroun, donc la Côte d'Ivoire qui va se déplacer au Cameroun, c'est bien ça ? C'est bien ça. Voilà, donc... c'est un peu équilibré,
même si je mettrais plus une pièce sur nos amis ivoiriens. Rappelons ce qui s'est passé au match aller. Donc la Côte d'Ivoire qui avait battu le Cameroun 2-1. C'est ça. Donc il y a eu un but sur penalty aussi également. La Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est obligée d'aller faire au moins un match nul. Voilà. Au moins un match nul, mais c'est pareil. Sur le papier, je pense que cette équipe ivoirienne a beaucoup plus de choses à faire valoir que les Camerounais, sachant qu'il ne faut pas oublier mais le Cameroun est à la maison. Oui, il est à la maison, mais il ne faut pas oublier qu'une bonne partie des joueurs de la Côte d'Ivoire sont ceux qui ont participé aux Jeux Olympiques. C'est une équipe qui est en train de... Voilà, et qui avait failli battre l'Espagne et passer en demi-finale. C'est vrai que moi... N'eût été un but dans les dernières secondes de ce que j'ai vu, c'est vrai que la Côte d'Ivoire, normalement, est favori sur ce match. En termes de niveau, je pense que j'ai vu beaucoup plus de choses intéressantes du côté ivoirien que du côté camerounais. Qui est aussi une équipe en reconstruction, oui, le Cameroun. Bien sûr. Après, on notera la présence sans doute et le retour de Onana, le gardien de l'Ajax, qui revient d'une longue suspension. Oui. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est un des très bons gardiens du continent. En parlant de ça, on a aussi un retour du côté camerounais de Bassogog qui a mis un doublé. Qui a mis un doublé. Bon, après, Bassogog... il faut rappeler le contexte, c'est qu'en 2017, si on se souvient bien, les grosses têtes d'affiche du Cameroun ne sont pas venus faire la CAN. Donc le sélectionneur belge belge ou allemand avait été obligé de faire appel à Bassogog et d'autres joueurs. Et ça lui a porté chance parce qu'il a remporté la CAN face à l'Égypte. Meilleur joueur de la CAN 2017. Et il a été élu meilleur joueur de la CAN 2017. Qui visiblement avait 23 ans. Oui, il en a 26 aujourd'hui. Ça c'est un autre sujet, mais en tout cas il a mis un doublé. Donc il a confirmé. Mais il était pas la confiance de son entraîneur. Mais il n'était pas titulaire, il est rentré. Il a marqué 2 buts. Exactement. Et il joue actuellement en Chine où il n'a pas beaucoup de minutes de jeu, voire aucune. Je pense qu'il est rattrapé par l'âge. Aussi, oui. Et puis... Mais les matchs de ce soir, je pense qu'on va bien s'amuser. À mon avis, on n'a pas fini de voir encore des scandales. Mais malgré tout, je pense que la Côte d'Ivoire va passer. En tout cas, moi... Avantage Côte d'Ivoire pour vous. Moi, je mettrais ma pièce sur le Cameroun parce qu'ils sont dans une bonne dynamique. Ils accueillent la CAN, ils ont des nouveaux stades, ils jouent à la maison. Et je pense qu'ils ont envie de plus prouver et revenir sur la scène internationale. De par cette occasion, ils se donneront les moyens. Après, voilà, c'est le football, on ne peut pas prédire. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire, elle est supérieure. Et petite parenthèse, Eto'o a annoncé officiellement sa candidature au poste de président de la fédération. Donc à suivre. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour le football camerounais. Pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour eux. Ouais, après, voilà. Je pense qu'au Cameroun, ce qui dérange, c'est la grande gueule de Eto'o. Ouais, sa personnalité très forte. Je pense son honnêteté aussi. Voilà, le fait qu'il vienne vraiment aider le football camerounais, mais africain, parce qu'il a quand même tourné un peu partout. Il est parti rencontrer les différents présidents, que ce soit de la Mauritanie, de la fédération mauritanienne. Il essaye de faire quelque chose un peu comme Drogba, aider le continent africain. Et je pense que ça peut déranger quand on peut s'interroger sur le stade de Maputo ou Maputa, le grand stade qui a été fini au Cameroun, qui a coûté 300 millions d'euros, qui a coûté 3 fois le prix du Stade de France. Donc il faut s'interroger là-dessus aussi, ce qui se passe au Cameroun et à la fédération camerounaise. De toute façon, je pense que Eto'o, il va faire que du bien pour son pays. Maintenant, il n'a pas que des amis. Et mais c'est un grand ami de Gianni Infantino, par contre. Exact. C'est son expérience sera... En tout cas, on ne peut pas douter de la sincérité de Samuel Eto'o qui aime l'Afrique, qui veut aider l'Afrique, qui veut aider son pays. C'est ça. C'est un grand ambassadeur du football africain. Il y a pas de. C'est un plus, effectivement. C'est un plus, donc. On verra. Et c'est pas quelqu'un qu'on va accuser de vouloir s'enrichir sur le dos de la fédération camerounaise, parce que je pense qu'il a assez bien gagné sa vie. Exactement. En tout cas, le Cameroun aujourd'hui qui devra faire qu'une victoire, victoire qui leur permettra de pouvoir passer au barrage. La Côte d'Ivoire, un match nul. C'est bon. Je pense pas que ça se finira en match nul. Moi, je mets une pièce sur un but d'Allaire. De l'Ajax. Je mettrais une pièce sur un penalty pour le Cameroun. D'accord. Bon, cette histoire de penalty, on y reviendra. En tout cas, ce soir, 20h, juste pour rappeler les résultats de la précédente journée. Donc le Cameroun qui a battu le Malawi 4-0 avec un doublé de Bassogog. Et la Côte d'Ivoire qui a battu le Mozambique 3-0. Donc ils sont en confiance. Groupe E. Le groupe E, c'est le groupe du Mali.
Donc Mali, Ouganda, Kenya, Rwanda. Le Mali, Mali qui revient sur la scène continentale, qui est la seule équipe à avoir encaissé 0 but. Je pense que c'est une donnée importante à prendre en compte. Voilà, maintenant, après, Je trouve que c'est... ils sont pas qualifiés. Ils sont pas encore qualifiés. Il reste le dernier tour des barrages. Et là, c'est là où on verra vraiment les plus grosses équipes, autant sur le plan sportif que mental. Et le Mali, je pense que c'est un peu comme le Maroc, c'est on va avoir beaucoup de mal à les jauger. Parce que le Mali, déjà, a eu un groupe assez faible. Et bon, le Maroc, lui, de son côté, qui a joué tous les matchs à la maison, donc on ne peut pas forcément savoir leur vrai niveau. C'est pour ça que je dis qu'en confrontation directe, c'est là où on arrivera plus ou moins à jauger leur niveau. Déjà, premièrement, il y a la CAN qui arrive, donc je pense qu'on verra le vrai niveau de ces équipes-là. Et ensuite, on pourra faire après avoir le Mali, un avis. on a pu s'en rendre compte, notamment face à l'Algérie, où ils avaient... ils ont joué aussi contre la Tunisie en match amical. Ils avaient posé pas mal de difficultés malgré la victoire de l'Algérie. Il y a des belles individualités. Ah non, c'est pas mal du tout. Hein. Il y a toujours eu des individualités au Mali, sauf qu'il manquait justement cette mayonnaise qui prenait. Je dirais qu'il manquait un coach surtout. Il manquait un coach à cette équipe. Et là, l'entraîneur local, Magasupa, qui fait du très bon travail. Exactement. Des joueurs qui sont un peu dans les championnats de France, notamment, et un peu partout en Europe, et qui arrivent, contrairement à notre ami Manverk Bayer, à faire une équipe et à faire du jeu. Après, souvent, les équipes africaines, le souci, c'est pas forcément les joueurs, c'est la fédération, c'est la structure. Oui, c'est ça qui les pénalise généralement. Mais en termes d'individualité, les Africains, en règle générale, ils ont toujours des joueurs talentueux. Mais je veux revenir à ce que tu disais. C'est vrai que cette période, elle est propice aux coachs locaux. Exactement. On le voit, même si au Sénégal, c'est un franco-sénégalais, à l'UNCC, en Algérie, mais il y a toujours cette origine. Et si vous voulez, les fédérations, aujourd'hui, elles privilégient de plus en plus la piste locale. Un peu à l'image de l'Europe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sent plus une patrie de la part... L'Europe, c'est quasiment tout le temps. Par exemple, en équipe de France, je ne vois pas la fédération française prendre un coach étranger. Pareil pour l'Italie. Après, en Angleterre, ils avaient appelé le Suédois Sven Goran. C'est ça. Ils sont plus ouverts. Eux, en Angleterre, ils sont plus ouverts à la main-d'œuvre. Mais moi, je pense que c'est juste une histoire de génération, en fait. C'est que, si tu veux, la génération de ceux qui jouaient dans les années 2000... a vieilli, a pris de l'âge, a pris sa retraite, et puis il y en a pour lesquels ils veulent s'orienter vers les métiers d'encadrant ou de formateur ou d'entraîneur. Il y a aussi une question de budget. C'est pas toutes les équipes, pas toutes les nations africaines qui peuvent se permettre de prendre des entraîneurs à $100 000 ou 90 000 $. D'accord. Après, il y a question de budget. Effectivement, parce qu'aujourd'hui... Et on voit que parfois, c'est des paris réussis, tout simplement. Ou ratés. Avec le Sénégal, l'Algérie... Le Mali aujourd'hui. Ici ou raté, c'est... Quand on a pu le voir avec Alain Giresse qui a fait un peu le tour de l'Afrique avec le Sénégal, le Mali, la Tunisie, ça s'est toujours mal fini au final. Ça s'est toujours mal fini avec les fédérations. Donc par la force des choses, les fédérations, elles privilégient peut-être des entraîneurs locaux. Du cru, bien sûr. Exactement. Donc le Mali, 16 points, déjà qualifié le Mali. Le Mali qui avait battu le Rwanda 3-0. Et l'Ouganda qui était tenu en échec contre le Kenya, 1 but partout. L'Ouganda aussi, il faudra souligner leur but aussi incroyable. L'arbitre, je ne comprends pas comment il ait pu valider. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Le goal avait le ballon dans les mains et l'attaquant ougandais lui a chippé dans les mains et a marqué. Ouais. Non, mais on en rigole, mais ça devient vraiment très très grave ce qui se passe en Afrique parce qu'aujourd'hui, on voit des choses qui de l'ordre de l'imaginaire en fait. Aujourd'hui, tu regardes le match, tu y siffles, tu y as un penalty. On a l'impression que ça avance pas en Afrique. C'est le problème de l'arbitrage qui revient. Peut-être que lors des barrages des arbitres européens. Vaut mieux. Je pense parce qu'il y a aucune sanction en fait qui est prise par la CAF. En fait, on a l'impression qu'ils sont couverts par la CAF et même, je dirais même plus par la FIFA parce que personne n'intervient. Alors, je suis pas d'accord parce que la FIFA est fatiguée en fait. Feta. On se souvient du précédent Sénégal-Afrique du Sud, où le Sénégal était allé perdre en Afrique du Sud 1-0 pour la campagne de la Coupe du Monde 2018. Oui. Et l'arbitre avait sifflé un penalty et ils ont refait le match. On s'est rendu compte que l'arbitre, justement, était lié à des paris truqués. D'accord. Et il a été sanctionné à vie par la CAF.
Donc ça arrive d'être sanctionné. Maintenant, je pense que ça me rappelle Tunisie, excuse-moi de te couper, Tunisie-Guinée équatoriale, où l'arbitre mauricien savait qu'il allait être suspendu à vie, mais il prenait sa retraite. Exactement. C'est surtout qu'il prenait il avait préparé son coup. Non, mais des histoires d'arbitrage en Afrique, il y en a eu beaucoup. C'est bien beau de suspendre à vie quelqu'un qui part à la retraite. Vous savez, il y a eu des histoires aussi en Europe, et très récentes. On se rappelle du match Barcelone-Chelsea en LDC. Je pense que personne ne l'a oublié, tant à l'époque de Drogba. On se rappelle de son coup de gueule d'ailleurs à la fin du match. Sauf qu'en Afrique, malheureusement, c'est très insistant en fait. Il n'y a pas de formation d'arbitre en fait. Il n'y a pas de formation. Donc du coup, c'est un peu comme je veux. Ça donne l'impression en tout cas ça. Donc, à partir du moment où tu ne formes pas des arbitres et qu'il n'y a pas une homogénéisation du corps arbitral dans tout le continent, ou sur tout le continent, ça donne lieu à des scandales comme on a pu le voir à la journée précédente. Avec les finales qui vont arriver dans les prochaines heures, je vous parie qu'il y aura encore des histoires d'arbitrage. C'est sûr. C'est possible. Bon, on verra ce qui va se passer. On en reparlera du moins. On en reparlera. Donc le Mali déjà qualifié. Est-ce que le Mali peut avoir sa chance lors de ces barrages, sachant que le match retour, je le répète, se jouera chez un des premiers du classement FIFA. Moi, je ne pense pas. Quand on voit les équipes comme le Nigeria, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, c'est des équipes qui ont beaucoup d'expérience déjà en termes de qualification de Coupe du Monde, etc. Le Mali, aujourd'hui, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu le Mali aussi proche d'une qualif de Coupe du Monde. Très longtemps, oui. Je crois que le Mali, je crois qu'ils n'ont jamais participé à une Coupe du Monde, le Mali. Le Mali, de tête, non. De tête, je crois qu'ils n'ont jamais. Rien du tout. Donc ils n'ont pas d'expérience à ce niveau-là. Donc je pense que c'est ce qui va faire la différence. D'accord. Donc le Mali qui n'est pas favori au deuxième tour. Non, je pense Pour pas l'instant, comme il disait Raïd, on ne peut pas les jauger. Donc attendons déjà la Coupe d'Afrique. Parce que les barrages auront lieu en mars. Ensuite, s'enchaînera les qualifications en Coupe d'Afrique 2023, parce que tout va s'enchaîner. Mais attendons de jauger déjà le Mali en Coupe d'Afrique. Je ne sais pas dans quel groupe il se trouve. Avec la Tunisie, la Mauritanie, je crois. Ouais, Tunisie, le même groupe qu'en Cannes 2019, sauf qu'il manque l'Angola qui a été remplacé par... J'ai un trou de mémoire. Je me rappelle pas. Ouais, bon bref, donc on les jaugera à partir de ce moment-là. Voilà. D'accord, très bien. Bon, le groupe F, c'est le groupe de l'Égypte. Égypte, Gabon, Libye, Angola. Sur le papier, ce groupe-là, déjà, moi, il m'avait l'air plutôt homogène, assez élevé, avec des bonnes individualités dans chaque équipe. L'Égypte, là, clairement, de toute manière, l'Égypte était déjà qualifiée. C'est déjà qualifié, qui vient de s'imposer, qui est en train de gagner son match là, face au Gabon. Bon, l'Égypte, voilà, ça reste une équipe phare de l'Afrique. Match terminé, victoire égyptienne, 2-1. C'est un mix d'Al Ahly et Zamalek et tu rajoutes ça là, grosso modo. Je voudrais revenir sur ça. Alors après, tu as El Nini, mais sur ça là, on en avait parlé brièvement la fois dernière aussi. C'est vrai qu'en sélection égyptienne, c'est pas le Salah de Liverpool. Voilà, c'est pas le Salah de Liverpool, c'est pas le Salah aussi décisif qu'à Liverpool, c'est pas le Salah qui porte l'Égypte. D'ailleurs, on l'avait vu à la dernière. C'est surtout pas la même équipe, tout simplement. À la dernière CAN, où ils étaient sortis à domicile en 8e de finale face à l'Afrique du Sud. Donc, il a un peu deux visages, Salah. Malgré tout, ça reste un excellent joueur. Mais c'est vrai qu'on aimerait le voir aussi performant. Avec l'Égypte qu'avec... Après, c'est pas le seul, c'est comme l'Aubameyang au Gabon, c'est que l'ombre de lui-même. D'ailleurs, il jouait pas là. Ils ne sont pas entourés de la même façon, en tout cas l'Égypte... Et c'est pas la même physionomie de jeu, il faut venir en Afrique centrale, où il fait 40 degrés, où il y a de l'humidité, où les terrains sont pas aussi nets qu'en Europe ou en Angleterre. Il y a tout ça à prendre en compte. Et le décalage horaire aussi pour certains pays. Ouais, je pense que pour finir rapidement, je pense que l'Égypte, c'est la plus grosse équipe du deuxième chapeau, donc je pense que toutes les équipes vont éviter. On y reviendra tout à l'heure. Ouais. On verra pour l'Égypte. En tout cas, effectivement, l'Égypte, ça sera l'équipe à éviter. Le groupe G, donc c'est le groupe du Ghana, Afrique du Sud, Éthiopie, Zimbabwe. Ah bah là, en termes de scandale, on en a eu un beau. Ce que j'allais dire. On parlait d'arbitrage depuis tout à l'heure. Le match Ghana-Afrique du Sud. Avec un penalty complètement imaginaire. Exactement. Sifflé par un arbitre sénégalais. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais du match. C'est marrant parce que c'est Sénégal-Afrique du Sud. Voilà. Sénégal-Afrique du Sud avec un arbitre ghanéen. Incroyable. Et là, c'est un peu les trois mêmes pays qui.
Bon, d'après ce que j'ai cru comprendre, il va y avoir une plainte, enfin ça a été fait de la part de l'Afrique du Sud. Voilà, et je pense que le match va être rejoué, je pense. Peut-être pas, on va pas aller jusque-là. On attend de voir ce qui va se passer. La dernière fois avec le Sénégal, donc moi pourquoi j'ai un gros doute, hein. Mais je pense que ce que tu disais avec le Sénégal, d'ailleurs c'était surprenant, mais je pense que c'est le président de la République qui a intervenu directement pour ces histoires-là. Ça a été, ça a été. Mais je m'en souviens quand ils ont fait. Mais ça a été très surprenant parce qu'en général, un match qui se termine dans le temps réglementaire ne peut pas être rejoué, sauf en cas de force majeure. Et ben ça a été rejoué et le Sénégal est parti à la. C'est pour ça que je disais qu'il y a une intervention politique derrière. Et puis ce qui est étonnant, c'est que le président de la CAF est sud-africain. Ouais. Aujourd'hui, Mais comme tu disais tout à l'heure, on va pas parler trop de politique ici. Il y a plusieurs mouvances. Il est peut-être sud-africain, mais il y a d'autres pays qui tirent les ficelles derrière. Ah bon, on n'en parlera pas aujourd'hui. On n'en parlera pas. Ça sera pour une prochaine émission de Street Foot. Bon, passons au groupe H. Alors, juste pour revenir au groupe G, le Ghana qui est donc qualifié jusqu'à maintenant. D'accord. Direction les barrages pour le Ghana. Voilà. Direction les barrages. Le groupe H, donc c'est le groupe du Sénégal. Sénégal, Togo, Namibie, Congo. Pas grand chose à dire, mis à part que le Sénégal fidèle à lui-même. Oui, qui a clairement été au-dessus dans ce groupe-là, qui a parfaitement. Qui était déjà qualifié lors du match précédent. C'est ça, donc ils ont relâché un peu, ils ont égalisé dans les derniers instants du match sur un terrain hyper mouillé. Le Sénégal est bien parti pour aller en Coupe du Monde. Hein. L'équipe qui va malheureusement entre guillemets rencontrer le Sénégal pour les barrages, ça va être extrêmement compliqué. Justement, pour faire le contrario du Mali, le Sénégal est fort d'expérience aussi. Est fort d'expérience, mais c'est un peu ce qu'on reproche aussi au Maroc. C'est-à-dire qu'au Sénégal, il y a beaucoup d'individualités. Un excellent gardien, un défenseur, milieu, Sadio Mané en attaque. Mais en termes de jeu, ce qu'ils proposent, c'est pas toujours brillant. On se rappelle aussi du match face à la toute petite équipe, car il en existe aussi en Afrique, et Swatini. J'ai vu ce match, il y a eu un partout. Voilà, il y avait un partout au Sénégal, et le Sénégal a été mené 1-0 pendant tout le long du match. Et ils avaient réussi à égaliser comme. J'ai vu ce match-là, ça c'était surprenant. Oui, ça c'était très surprenant. Voilà. Pour le coup, c'est vrai que c'est sûr qu'en termes de jeu, c'est pour ça que on en revient à dire que l'Afrique, voilà, c'est particulier. Aujourd'hui, quand on parlait de la Tunisie qui perd face à la Guinée, quand tu vois que le Sénégal, parce qu'avec tout le respect que j'ai pour Eswatini, c'est pas le niveau de la Guinée équatoriale, mais ça reste faible les deux. Mais faire un match nul face à cette équipe à la maison. Chose qu'on moi je pense que c'est du relâchement en fait. Tout simplement, c'est du relâchement. C'est du relâchement, c'est de la suffisance. Saint-Marin et il Féroé, qu'on l'a vu hier, même si c'est pas c'est l'Angleterre, ils ont mis 10-0. Ça arrive, je crois. La France, elle a mis 8-0 Kazakhstan. Ça veut dire la France qui avait fait un match nul face au Luxembourg il y a 2-3 ans, avant la Coupe du Monde 2018, je crois, il y a eu 0-0. C'était au Luxembourg, il me semble. Donc Sénégal premier qualifié. Bon, attention, il restera quand même un match aller-retour. Ils recevront, parce qu'ils font partie des 5 premières équipes africaines dans le classement FIFA. Juste pour information, le Sénégal, plus 11 différences de buts. La première équipe à avoir marqué plus de buts en Afrique, c'est l'Algérie. Et la deuxième, c'est le Maroc. Ouais, mais bon, si je peux me permettre, sans vouloir pareil polémiquer, l'Algérie, elle a mis plus de la moitié de ses buts. Je te demande confirmation, mais je pense que c'est à peu près ça. Face au Djibouti. Elle a mis. Elle a beaucoup marqué contre le Djibouti, 13 exactement. buts, 12 ou 13, 12 buts face au Djibouti. Après voilà. ça n'enlève rien à la qualité. Je ne dis pas ça pour enlever de la performance. Il faut les mettre, les 12 buts. Néanmoins, quand tu as une équipe comme ça, c'est sûr que c'est open bar. Très bien. Donc, ce groupe-là, le Sénégal qualifié. Le groupe I, le groupe du Maroc. Ouais. Maroc, Guinée-Bissau, Guinée-Soudan. Écoutez, le Maroc qui joue ce soir contre la Guinée. Un match qui est loin d'être une finale. Voilà, le Maroc est déjà qualifié. Le Maroc a joué ses matchs à domicile, effectivement, notamment à cause du coup d'État en Guinée. Juste une petite chose, s'il te plaît, Feta. Le Maroc qui est premier avec 15 points, la Guinée-Bissau loin derrière. 6 points. Le Maroc qui a gagné ses matchs largement. Voilà, je pense, Vaïd voudra tout à l'heure le gagner aussi pour faire le jackpot et gagner tous ces matchs. Alors le dernier match face au Soudan, face à des Soudanais très engagés, parfois même limite agressifs. La boucherie. Alors je me demande comment ça aurait été à Khartoum. Ça aurait été une toute autre histoire, je pense. Le Maroc a alterné le bon et le moins bon.
dans ce match-là. On n'a pas totalement vu ce qu'ils avaient essayé de produire lors des 3 derniers matchs de la précédente journée, avec pas mal de nervosité justement, où ils sont rentrés dans le jeu avec les Soudanais. L'équipe a joué en 4-3-3, chose qui a rarement été faite, parce que généralement soit on joue en 4-4-2 losange, soit on joue en 3-5-2. Là, il a voulu... c'est Vaïd, il aime bien tout le temps changer, en laissant Mahé tout seul en pointe. Mahé, ça a été une des satisfactions de ce match, parce qu'il a mis ses 2 premiers buts sous la tunique des Lions de l'Atlas. Joueur qui avait été convoqué à l'époque par Hervé Renard. Exactement, qui était formé au Standard de Liège avec ses frères. Et qui joue actuellement en Hongrie, c'est ça ? En Hongrie, ouais, avec Laïdouni d'ailleurs, le Tunisien. Pour ce qui est des côtés un peu négatifs, j'ai pas compris le manque de sérénité du capitaine Saïs. Qui joue en défense centrale. Qui joue en défense centrale, d'ailleurs qui a eu un carton jaune. J'ai aussi des doutes quant à Mounir en tant que titulaire. Parce que justement en 4-3-3, on aurait voulu justement que Bouffal et Mounir sur les côtés puissent faire des centres, vraiment étirer le jeu, chose qui n'a pas été faite. Par contre, ils étaient bien entre les lignes, les deux, mais c'est sûr que Mounir et Bouffal, je pense que ça sera des remplaçants à la CAN, et c'est le type de joueurs qui peuvent apporter lors des 20 dernières minutes quand tu as vraiment les défenses fatiguées, avec des dribbles qui peuvent obtenir des coups francs, voire même des pénaltys. On l'a vu à la dernière CAN pour Bouffal. Après, je pense que le match de tout à l'heure, il faudra faire attention aux cartons jaunes, parce que qui compteront pour les barrages. Qui compteront pour les barrages. Saïs, Chakla, Chahir, Mounir et le gardien Bounou sont sous le compte d'une suspension. Je pense qu'ils ne joueront pas. On verra. Peut-être qu'il fera tourner. Mais Vaïd, il veut absolument gagner le match, donc je pense qu'il va quand même pas changer toute l'équipe. Mais c'est sûr que le 4-3-3, il va opter pour soit un 3-5-2. Chose qu'il avait faite d'ailleurs au match aller face à la Guinée. Mais ce serait bien d'avoir l'ensemble des points. Et je pense que d'ailleurs, c'est la seule équipe qui aura, en cas de victoire, l'ensemble des points. Exactement. Avec une force offensive, quand même, les Marocains. Tous leurs matchs, ils les ont plutôt gagnés aisément. Même si aujourd'hui, comme tu l'as souligné dès le début, ils ont joué tous leurs matchs à domicile, ce qui est en Afrique un très bel avantage. Mais le Maroc ils sont montés en puissance. Et puis Vaïd a trouvé son équipe. Vaïd a trouvé à peu près son équipe, à 1 ou 2 joueurs près. Vaïd, il a fait des choix. Je pense que clairement, il va être quasiment... ça va être j'essaie de trouver mes mots. Ça va être de l'ordre du miracle de voir Ziyech à la prochaine CAN. Ni lui, ni Mazraoui. On y reviendra sur le cas Ziyech. Raïd, quelque chose à dire pour le Maroc ? Après, voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu comme avec le Mali, c'est qu'on a beaucoup de mal à jauger cette équipe du Maroc. Aujourd'hui, clairement, dès le départ de ces qualifs, on a donné le billet des barrages pour le Maroc. On peut pas, en fait, donner un avis sur cette équipe-là aujourd'hui, surtout en Afrique. Les billets du barrage, quand même, il fallait les jouer, les matchs. Il fallait quand même les jouer, ils les ont gagnés. Non, mais en Afrique, on sait très bien que ta qualification se joue à l'extérieur. Clairement, ça ne se joue pas à domicile. C'est pas faux. Mais il faut quand même les gagner, les matchs. Il faut les gagner. En fait, si tu préfères... Je suis d'accord avec toi en début de phase de qualification, mais sur la fin, moi j'ai trouvé le Maroc conquérant. Je pense revenu vraiment avec sur la scène. Avec une dynamique de la gagne, tout simplement. Avec une dynamique de la gagne. Ils sont sur une belle série également. On a fait en sorte que tout ça arrive. Oui. Est-ce que je veux dire, je suis d'accord avec toi. Mais après aujourd'hui, le constat, il est quand tu es le Soudan, quand tu es le Soudan, tu es la Guinée, Soudan, Guinée. Et l'autre Guinée. C'est sûr. Et l'autre Guinée. C'est sûr Quand on te dit dès le départ, écoute, le Maroc va jouer tous ses matchs à la maison. En gros, c'est eux qui vont se qualifier. Toi, tu vas rester à quai. T'as pas envie de jouer en fait. Mentalement, t'as une motivation. Ça joue énormément. Je suis d'accord avec toi. Mais on n'est pas des bien sûr que c'est un avantage de jouer à domicile. On est d'accord. Sauf que le Maroc s'est déplacé en Guinée, Conakry. Bien sûr,
Ils étaient à l'hôtel Oui. en Bien Guinée, sûr, à bien sûr, Conakry. bien sûr. Ouais, c'est un groupe où il y a eu un coup d'État. plusieurs Il y a eu un Bien coup sûr. d'État. Non, mais ça, Maintenant, il y a il y a des eu- dates FIFA. Il y a eu deux On remet pays pas qui en ont question. subi des coups d'État. D'ailleurs, le moi, Soudan. voilà, je vais bifurquer un peu sur le Soudan. Franchement, je pensais qu'ils allaient être un peu plus au niveau que ça. On pensait tous. On pensait tous. Après la Moi, le qualification, et je reviens sur les deux équipes qu'on parlait sur le groupe, je sais plus, je crois, avec le Ghana, l'Afrique du Sud. Le Soudan avait réussi à battre l'Afrique du Sud et le Ghana pour les qualifications CAN. Et bien le sûr. Soudan avait mis un 6-0 au Djibouti, par exemple. Mais Exactement. que Par s'est-il exemple. passé alors entre temps Alors, je pense qu'il y a eu un groupe épuisé. Il faut savoir que le coach Hubert Velud a une douzaine, treizaine de joueurs, on va dire, qui jouent aussi avec El Hilal et El Merreikh. Ouais, C'est un El peu comme Merreikh. l'Égypte, Ouais. qui a et Zamalek. C'est les mêmes joueurs qui jouent toute l'année et qui jouent tout le temps et qui se reposent jamais. Et je pense qu'arriver au bout Hubert d'un Velud, moment... c'est un entraîneur que tu connais. Voilà, exactement, que je gère même. Et juste qu'au bout d'un moment, les joueurs, ils se sont sentis fatigués, on l'a ressenti sur le terrain. Je dis pas de là jusqu'à battre le Maroc, Bien non, sûr. mais au moins titiller la Guinée-Bissau, parce que quand tu perds 4-2 à Khartoum, bon, Mais, hier, bah- ils ont fait 0-0 en Guinée-Bissau, mais Ouais. au Maroc, pardon, mais quand tu perds 4-2 à Khartoum contre la Guinée-Bissau, c'est que... On s'y attendait pas. Voilà, On c'est s'y que attendait l'équipe, pas. elle est en baisse de régime. Maintenant, je vais rebondir un petit peu aussi là-dessus, c'est qu'au niveau politique, il y a une grosse déstabilisation au Soudan. Et petite info, il y a 2 jours, le président historique Kamel Shaddad, qui est celui qu'on appelle le doyen à la CAF, qui est élu depuis les années 70, a été déchu. Donc en fait, au Soudan, autant Ouais, une grave crise. voilà, au niveau politique et au niveau sportif, il y a quelque chose qui est en train de se tourner, et c'est possible que même Hubert Velud ne resterait pas après la CAN. D'accord, donc Voilà. ça c'est une info. Donc pour en revenir à ce que disait Raïd, justement, oui, donc le Maroc s'est déplacé pour jouer entre guillemets le match face à la Guinée-Conakry. Mais à un moment donné, il y a des calendriers, il y a des dates FIFA. Non, mais C'est moi, d'ailleurs je suis pour ça désolé, que le tu Maroc a joué 3 matchs en 9 jours D'accord, tu peux- la précédente Moi, je journée. comprends, il n'y a pas de Il y a- problème. il y a le Nigeria, ils ont joué au Maroc. La Mozambique a joué au Maroc. Le Maroc a accueilli beaucoup de matchs, oui, Le effectivement. Maroc a accueilli beaucoup Il n'y a de pas de matchs. problème. Aujourd'hui, quand tu es une équipe comme la Guinée-Bissau ou la Guinée-Conakry, aujourd'hui, si le match ne se fait pas à la maison, je le fais dans un pays voisin. Il y a des pays, Mais alors, il y a des stades Bah homologués. justement, Pourquoi on le fait- pourquoi- Soudan, ils voulaient jouer en Égypte, mais l'Égypte leur a refusé Exactement. l'accession à leur terrain. Exactement. Donc à un moment donné, vous voulez qu'on les joue où ces matchs? Alors- Est-ce que vous voulez qu'on les alors, joue il y a juste- ou pas? il y a plein juste d'autres une Parce pays. que- Mais pourquoi mais là, quel pourquoi autre pays? Il y en a, Regarde, tu c'est peux aller jouer simple. en Tunisie, Regarde, tu peux aller jouer à Raïd, Alger. c'est simple. Il y a plein de pays qui ont des Raïd, stades c'est très homologués. simple. Je me permets je parce peux que pas. les chiffres, Raïd, vas-y, voilà, les chiffres, ils sont têtus. Mm. L'Afrique du Sud a 13 stades. Oui. Le Nigeria a 6 stades. L'Égypte a 6 stades. Le Maroc en a entre 15 et 20. La Tunisie en a 1 ou 2. L'Algérie en a 1 ou 2. D'accord. Donc Tu veux aujourd'hui, les jouer où? Tu peux aller jouer au Cameroun, tu peux Alors, aller jouer au Mais Sénégal. le Cameroun en Il y a a plein de 6. pays. Le Cameroun en a 6 d'ailleurs pour Abdel, la CAN. il y a plein de Pour la pays. CAN qui viennent de. Moi, si de- juste de- je peux intervenir et vous donner une Mais- petite précision, peut-être qui vous Mais à aidera un moment vous deux de- dans à un votre moment- débat. Vas-y, Tarek. Vas-y. Alors, moi, je suis d'accord sur les deux sens. D'un côté, le le micro, Maroc, Tarek. Ouais. le Maroc a toutes, on va dire, les dispositions pour accueillir n'importe quelle équipe en Afrique. Ça, je suis complètement d'accord. Là où je suis d'accord avec Raïd, c'est qu'il dit qu'il y a l'Égypte. C'est vrai que le Soudan devait jouer en Égypte, mais l'Égypte, étant donné que c'est le frère ennemi, Exactement. donc du coup a dit vous n'allez pas jouer sur notre sol, mais il y a le Cameroun qui pouvait accueillir, qui a accueilli la Centrafrique. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, Tarek. il y a une précision. Mais c'est que, Oui. je ne sais pas si c'est celle-là, mais en Oui. tout cas, il faut savoir que le Maroc, la Fédération royale marocaine Oui. de football, a 44 accords avec différentes formations en Afrique. Voilà. Du coup, c'est le Djibouti ou le Soudan ou la Guinée. Ils ont été totalement préfèrent- financés. Voilà, exact. Ils préfèrent Voilà. aller jouer au C'est Maroc ce que qui je ne voulais dépensent dire. rien. C'est ce que je voulais dire. Le Tu vois Maroc ce que je veux prend te tout dire en charge. D'ailleurs, ce soit les billets d'avion. bien sûr, mais Voilà. c'est des accords de coopération. Bon, en tout cas, Quoi qu'il en Et soit, c'est d'ailleurs pour ça que D'ailleurs, la j'ai- délégation marocaine sera au Sud-Soudan dans les prochains jours. hein, pour, j'expliquais pour- que quoi qu'il en soit, moi, ce pour que je veux signer un ce partenariat. que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à jauger une équipe du Maroc, puisqu'elle a joué tous les matchs mais je à la suis maison. d'accord avec toi, il n'y a on pas peut de pas problème. forcément donner un avis. On D'ac- attendra le Maroc à la CAN. Bien sûr. Et pour moi, l'avis que j'ai vis-à-vis du Maroc, c'est que je pense que le Maroc va avoir beaucoup de mal au Cameroun, Ouais. parce qu'il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui n'ont aucune expérience.
au sein des joutes africaines. D'accord. Tu parles d'un joueur comme Louza qui n'a jamais mis les pieds en Afrique ce D'accord. jour-là. D'accord. Ou le milieu Maë. de terrain qui joue au Standard de Liège. Amala, il était blessé d'ailleurs. Il Moi, a j'ai pas- ils ont confiance pas moi, en cette d'expérience. équipe Mais du Maroc et au à un coach. moment donné, peut-être que Moi, j'ai eux, confiance. certains n'ont pas l'expérience, mais Vaïd, il a Mounir. l'expérience. Oui, Il a l'expérience du football sur le continent. bien sûr. Et je pense que lui, dès à présent, d'ailleurs, il l'a dit en conférence de presse, il les met au parfum, il leur explique. Non, il a- Tu Bien vois, sûr. tu vois, tout à l'heure, je parlais de nervosité, notamment Saïs, etc. Bah, ça, il leur a dit attention, parce que ce genre de comportement antisportif, ça peut te valoir un carton rouge à la CAN. Vaïd, il a fait une CAN avec l'Algérie en 2013, ça n'a Ouais. pas marché. Et 2015, c'était lui avec la Côte d'Ivoire. Je crois que c'était lui. Ouais, il a fait En une quart CAN de avec finale, la Côte d'Ivoire, ils bien sûr. éliminent l'Algérie. C'est ça en quart. Je ne sais plus. Je me rappelle plus. Mais en tout cas, Mais- bon, il a pas mais il a pas eu entraîné le forcément- Raja de Casablanca, Vaïd. Oui, en Il faut pas termes de oublier club. que c'est. Bah oui, Oui, mais moi, je il parle en connaît- termes il de connaît sélection. l'Afrique. En tout cas, s'il vous plaît, pour le groupe du Maroc, en tout cas, le Maroc a eu de la chance de jouer ses matchs à domicile. Je pense que c'est quand même une force parce que Mais tu on sais, va dire Anis, que au niveau, les résultats sont là et puis Vaïd a eu le temps de pouvoir. Mais tu- Ouais, tu- c'est une ouais, équipe si qui est je montée peux en me permettre puissance. de te couper, En plus. c'est vrai que le Maroc a joué 3 matchs qu'il aurait dû jouer à l'extérieur, qu'il a joué à domicile. Mais l'Algérie, par exemple, dont on entend qui joue pas- en Égypte. qui a joué en Égypte et au Maroc. Vous allez pas me faire croire que jouer en Égypte ou au Maroc, c'est pas la faux. même chose que d'aller jouer au Burkina ou à Djibouti. C'est pas Euh, faux, c'est pas faux. D'ailleurs, j'attire votre attention sur une chose, c'est que tu sais, souvent dans l'imaginaire collectif du supporter en Afrique, Oui. il a l'impression que à 14h, quand on fait jouer les équipes maghrébines à 14h, c'est par rapport à la chaleur. Mais en vrai, c'est pas C'est ça. la la- programmation. Non, c'est même pas. C'est que en fait, certains stades en Afrique n'ont pas Ils d'éclairage. n'ont pas d'éclairage, tout simplement. Donc, va dire aux joueurs algériens, Oui, mais attention. s'ils auraient préféré D'accord, mais de jouer mais au Maroc avec à 20h par exemple, comme ils l'ont fait à Marrakech face au Burkina, ou alors si dans le cas contraire, Ça- ils seraient allés à Ouagadougou et jouer à 14h. Moi, je pense qu'on est tous d'accord que jouer vois au ce que je veux Maroc, dire c'est mieux que d'aller Ou jouer pareil, au ils Ouagadougou. ont joué en Égypte là, c'est vrai qu'ils ont joué à 15 ou 16h, Mhm. mais c'est l'Égypte C'est l'Égypte. avec une belle pelouse, des belles Bien sûr. installations, un Bien sûr. bel hôtel, chose qu'ils auraient sans doute pas trouvé au Djibouti. Donc quand tu vois que l'Algérie, elle a joué 2 de ses matchs qu'elle aurait dû jouer vraiment à l'extérieur, quand je dis en Afrique subsaharienne, qu'elle les joue en Afrique du Nord, C'est un avantage. c'est peut-être pas la même chose que de jouer à domicile Mais c'est comme un le petit Maroc, avantage. mais ça reste un certain avantage. Très bien. En tout cas, on finit avec le groupe du Maroc. Le Maroc déjà qualifié. Le Maroc qui va tout faire pour repartir au mondial après 2018. Une participation qui a plutôt C'est été pas encore fait. honorifique. Hein, C'est pas encore fait. ouais, On les attend- matchs de barrage, ça va être vraiment des matchs coupe-gorge. Peut-être, mais le Maroc, il recevra. Qui Ouais. recevra Qui ce match de recevra- barrage ouais. parce qu'ils font partie des 5 premiers. D'ailleurs, juste une petite précision, à cause de la défaite de la Tunisie en Guinée équatoriale, Ouais. Il va passer devant. le Maroc est passé deuxième ouais. en Et l'Algérie Afrique. aussi va passer devant. La l'Algérie Tunisie, est passée la Tunisie troisième. restera dans les 5 premiers, Raïd. oui, parfaitement. Ça bouge pas au niveau du premier chapeau. Entendu. Groupe J est le dernier groupe avec la République démocratique du Congo, le Bénin, la Tanzanie et le Pareil, il a Mozambique. aussi des choses à dire sur La l'arbitrage. République démocratique du Congo qui recevait au dernier match les Béninois et qui ont gagné 2-0. Et là, scandale de ce qui s'est passé. Bah là, Alors, il y a eu franchement, encore un penalty voilà, c'est totalement imaginaire Totalement imaginaire. ouais. pour le Congo, qui a été marqué par Dieu merci Mbokani. Mbokani, ouais, qui jouait fut un temps à Anderlecht C'est ça. en Belgique. Et puis Qui joue au le Koweït deuxième but a maintenant. été marqué par Ben Malongo, l'ancien du Raja qui est aujourd'hui aux Émirats. Ah, oui, à Sharjah. Voilà. Bah écoutez, apparemment Oh là ça va là. faire aussi partie d'un Alors là- match qui va être probablement ou Annulé rejoué ou ou rejoué, annulé ou en tout cas il y a eu Suite à des histoires Alors, de moi, changement. je pense pas qu'il va être à rejouer le match. Par contre, je pense que les arbitres vont avoir une suspension. Alors, savoir- rappelons que la Par Tunisie. rapport au changement. Alors, je par parle, hein, rapport pas au changement. Par on, rapport sou- au... on se souvient que le Bénin Rappelons que la Tunisie avait rejoué, enfin a été repêchée, si je puis plutôt. dire, en 2013 par rapport à leur défaite Cap-Vert. face au Cap-Vert Mhm. et qui ont été repêchés. Ils avaient joué contre le Cameroun les barrages. Mais c'était À une cause histoire d'une de erreur carton. de joueur. Non, c'était un joueur à Non, l'époque. C'est un joueur qui qui devait pas était- jouer. Qui devait pas Oui, jouer. une histoire de carton.
parce qu'il était expulsé. Oui, il il avait était beaucoup de cartons jaunes. suspendu quand il a joué. Mais là, on est dans, Oui, là, on est dans dans une configuration différente. Avec un nouveau règlement. Voilà, avec un nouveau règlement. Et je pense pas qu'il rejoue le match juste pour ce fait de jeu-là. Parce que c'est une erreur de l'arbitrage. Voilà. Donc, va falloir, je pense que c'est parce que normalement, ça devait être au 4e arbitre dans un premier lieu de ne pas faire rentrer ce joueur. En tout cas, de prévenir le staff technique de la RDC qu'ils n'avaient pas le droit. Et ensuite, il y a les arbitres, il y a les arbitres de touche, il y a des délégués. À quoi ça sert de payer, de rémunérer tout ce personnel-là? Ils sont même pas foutus de dire au staff technique de la RDC que vous pouvez pas rentrer 3 joueurs en même temps ou 2 joueurs en même temps. Après, c'est ça qui est grave quand même. C'est vrai que le Bénin elle subit encore une injustice. On se souvient qu'elle avait subi une petite injustice face à la Sierra Leone, qui avait joué avec les histoires de Covid des joueurs. Le match avait été rejoué. Ils avaient perdu sur pénalty face à la Sierra Leone. C'est ça. Pour D'ailleurs, Sierra Leone, à la CAN. Voilà. Mais ça a été très, très, très politique et très médiatisé. En tout cas, cette une histoire. affaire à suivre, parce que le Bénin qui a envoyé cette affaire à la FIFA, donc on attend un retour de la FIFA. On ne sait pas ce qui se passera. Moi, de mon avis, je pense que les arbitres seront suspendus, mais que la faute ne sera pas rejetée sur la RDC. Alors, attends, on verra bien ce qui va se passer dans ce groupe. En tout cas, tout a été mis sur les bureaux de la FIFA et de la CAF. On attend bien évidemment leur retour. Est-ce que vous pensez que la RDC peut faire quelque chose dans le cas où ils sont qualifiés? Alors, jouer là-bas au Congo, au stade des Martyrs de Kinshasa. De Kinshasa, ça va être très compliqué, je pense. Ouais. La Tunisie qui avait joué ses barrages pour la Coupe de... Exactement, il y a eu 2 partout. On était mené 2-0. On est revenu de loin. Alors moi, mon avis sur la RDC, c'est qu'au niveau individualité, ça reste une très grosse équipe. Oui, mais comme je l'ai dit pour la première de Street Foot, ça reste une des fédérations les plus corrompues en Afrique. Et il y a quelque chose qui tourne pas rond en fait, et qui tourne pas bien à la RDC. Et tant que ce soit les mêmes dirigeants, d'ailleurs l'ancien président Constant Marie a dû démissionner parce que la FIFA avait justement des requêtes contre lui. Tant qu'il y a cette on va dire ambiance-là au niveau de la fédération, je pense que la RDC passera pas un cap. Après, ça reste une très belle équipe. Ça, je remets pas en cause. Il y a des individualités, beaucoup de joueurs qui jouent en Europe. Mais je pense qu'ils ont ni le niveau de s'imposer en barrage, ni le niveau d'aller en Coupe du Monde. Très bien. Bon, en tout cas, on a fini avec ces qualifications à la Coupe du Monde. Et nous allons passer au prochain sujet, qui est la Ligue des champions africaine.